bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Cette émission est la première d'une série que nous avons intitulée « Un recteur, une académie, une expérimentation », titre qui mérite quelques explications. Il s'agit de partager avec vous une expérimentation, ou disons une bonne pratique pédagogique, déjà mise en route dans une académie au sens circonscription administrative de l'éducation nationale, et de vous la présenter, cette bonne pratique pédagogique, en invitant régulièrement 3 personnes, le directeur général de l'enseignement scolaire, un directeur d'une des 30 académies que compte la France métropolitaine et Outre-mer, et un académicien qui, lui, est membre d'une des 5 académies qui composent l'Institut de France. Vous l'aurez compris, entre académies, qu'elle soit de l'éducation nationale ou de l'Institut de France, une mission identique nous rapproche, le souci de la transmission du savoir, de la pédagogie, de l'enseignement. Et notre objectif est plutôt de parler de ce qui marche, plutôt de focaliser sur ce qui est difficile et qui ne marche pas forcément très bien. On parlera donc plutôt des bonnes pratiques et cette série s'inscrit dans un partenariat entre l'éducation nationale et plus précisément la direction de l'enseignement scolaire, la DGESCO, et Canal Académie, la radio des académies de l'Institut de France. Pardon pour ce long préambule, mais il me permet de vous présenter nos 3 invités. Monsieur Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'enseignement scolaire. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre parcours est celui d'un docteur en droit, d'un professeur de droit aussi. Vous avez aussi une maîtrise de philosophie. Vous êtes penché sur les questions constitutionnelles, notamment pour les Guyanes et les pays d'Amérique latine. Je crois avoir compris que vous aviez une attirance et une affection pour la Colombie et le Mexique. Je ne puis citer toutes les responsabilités administratives et scientifiques que vous avez exercées, mais je crois pouvoir affirmer que vous connaissez très à fond les systèmes éducatifs. Et à vos côtés, un recteur. Cette fois-ci, c'est le recteur de l'Académie de Grenoble, Olivier Odéhoud. Bonjour monsieur. Bonsoir. Vous nous présenterez les bonnes pratiques de votre académie en matière de langues anciennes. Et puis, vous aussi, vous avez une formation de juriste d'ailleurs. Je trouve que c'est un point commun qui vous rapproche tous les deux. Et notre 3e invité, un académicien, et en l'occurrence cette fois-ci de l'Académie des sciences morales et politiques, Bertrand Saint-Cernin. Bonjour monsieur Saint-Cernin, nos auditeurs vous connaissent. Bonsoir madame. Parce que vous animez souvent des rubriques de philosophie des sciences, mais vous avez aussi été recteur de plusieurs académies, donc vous connaissez bien les questions aussi éducatives. Alors je vais tout de suite vous laisser la parole et pour vous permettre d'échanger donc sur ce thème, l'enseignement des langues anciennes qu'on ne dira plus jamais mortes, c'est sûr. Ce sont les langues héritées de l'Antiquité gréco-latine. Jean-Michel Blanquer, vous êtes donc le directeur général de l'enseignement scolaire depuis fin 2009 au sein du ministère de l'Éducation nationale et à votre initiative, le 31 janvier 2012, se sont réunis plus de 300 professeurs de latin et de grec et des inspecteurs d'académie dans un grand colloque et dans des ateliers de formation pour réfléchir à la manière de rénover, de refonder l'enseignement de ces langues anciennes. Alors quel est ce projet exactement? Quel est votre objectif dans cette refondation des langues anciennes? L'objectif est avant tout de montrer l'importance des langues anciennes. Vous avez dit qu'on ne parlait plus de langue morte, vous avez bien raison. On devrait même parler de langue vivante en fait, pour bien montrer à quel point elles innervent la langue française, à quel point elles représentent aussi une référence de civilisation pour nous, et à quel point nous avons évidemment à être fidèles à nos racines pour mieux nous projeter dans l'avenir. D'une certaine façon, l'éducation nationale est toujours penchée sur la question du lien entre tradition et modernité, c'est presque consubstantiel à sa mission, donc elle est fidèle à elle-même quand elle est respectueuse du latin et du grec, et attentive aussi à la modernité du latin et du grec. Et parler de modernité du latin et du grec, c'est à la fois s'intéresser à la manière dont le latin et le grec peuvent être enseignés aujourd'hui, à la façon dont les élèves le perçoivent, parce qu'il ne faut pas se voiler la face aussi, il y a quand même une certaine crise du latin et du grec, dans la mesure où trop peu d'élèves sont volontaires pour choisir ces options. Donc nous souhaitons en quelque sorte renouveler pour mieux perpétuer le latin et le grec, ce qui signifie que nous accordons une importance particulière aux nouvelles manières d'enseigner le latin et le grec, à la fois parce qu'il s'agit d'insister non seulement sur la dimension linguistique classique du latin et du grec, mais aussi sur la dimension des
l'étude des civilisations, sur la dimension, disons, culturelle au sens large de l'étude du latin et du grec, de façon à le rendre plus vivant, plus attractif, et aussi plus relié aux autres disciplines, parce qu'il y a une dimension interdisciplinaire très évidente du latin et du grec. Le professeur d'histoire-géographie, le professeur de lettres, le professeur de maths, même, peuvent tout à fait trouver un intérêt à cette interdisciplinarité. Donc c'est cette dimension un petit peu de nouvelle étape du latin et du grec qui est derrière cette rencontre que Luc Chatel a inaugurée et qu'il a souhaité très vivement. Alors derrière, évidemment, vous avez parlé de ces pratiques innovantes pour enseigner ces langues anciennes, ces langues héritées de l'Antiquité. Et pour les soutenir, vous avez même lancé un prix. Quand sera-t-il décerné et que couronnera-t-il? D'abord, comme vous venez de le dire, Jacqueline de Romilly est tout à fait emblématique. Tout le monde connaît Jacqueline de Romilly et tout le monde connaît aussi le message de Jacqueline de Romilly, qui était l'avocate fervente du latin et du grec. Donc un prix Jacqueline de Romilly parle à tout le monde comprend ce qu'il peut y avoir derrière cela. Mais ce que le ministre de l'Éducation nationale a voulu derrière ce prix, c'est justement une récompense pour les professeurs et leurs élèves qui ont des pratiques innovantes, intéressantes en matière d'enseignement du latin et du grec. Et donc ce prix qui sera remis dès cette année, à l'occasion d'ailleurs, enfin à la suite d'ailleurs d'une inauguration d'une salle Jacqueline de Romilly au sein du ministère de l'Éducation nationale, au 110 rue de Grenelle, ce qui donc montre bien que vraiment nous souhaitons l'inscrire au cœur de notre action. Et bien ce prix donc va permettre de mettre en valeur des expériences et surtout de susciter, au-delà de la classe qui se verra remettre le prix, de susciter toute une dynamique de projets autour du latin et du grec en France. Alors nous serons heureux à Canal Académie de soutenir ce prix et peut-être même de recevoir les lauréats dans ce studio. Ce sera un très grand plaisir pour nous. Olivier Odéoud, comme recteur de l'Académie de Grenoble, je rappelle que vous avez été nommé à ce poste par décret du président de la République en Conseil des ministres, hein, tout de même, ce n'est pas rien, et que le recteur représente le ministre de l'Éducation nationale au niveau de l'Académie. Et à ce titre, vous êtes donc responsable de la totalité de l'éducation dans votre académie, de la maternelle à l'université. Je le dis pour les gens qui ne savent pas très bien quelle est la fonction de recteur. Une toute petite présentation de votre académie, combien de départements, combien d'élèves, combien de lycées, quelques chiffres. C'est une très grande académie qui va des bords du lac Clément au tout sud de la frontière qui est Montélimar. Donc c'est les deux Savoies, Haute-Savoie et Savoie. Le gros centre, c'est l'Isère, qui est un département extrêmement moderne. On a inventé la houille blanche dans ce département. Et puis après, j'ai les deux contreforts qui sont les bords du Rhône, qui ont aussi d'ailleurs, le lien avec le latin va arriver après, puisque les bords du Rhône sont un lieu très propice aux études latines, puisque j'ai l'Ardèche et la Drôme. Alors, quelle est la bonne pratique ou les bonnes pratiques en matière de langues anciennes que l'on a innové dans votre académie? Alors, j'aimerais d'abord dire une chose, et je rejoins ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. L'éducation nationale, c'est toujours ce lien entre tradition et innovation. Et l'innovation, ce n'est pas nous qui l'avons inventé maintenant. Tout enseignant innove toujours, parce qu'il doit se renouveler lui-même, et donc dans les disciplines qui sont les langues et cultures de l'Antiquité, c'est comme ça qu'on les a un petit peu qualifiées dans l'académie. Ça fait longtemps qu'on travaille à l'innovation, mais là on a un petit peu institutionnalisé le processus d'innovation en créant un chargé de mission, le CARDI, qui est auprès du recteur, pour suivre ce qui se fait dans des établissements, dans tous les domaines possibles, où on peut essayer d'améliorer à la fois la méthode, le fond et l'appréhension de certaines disciplines pour les élèves. Pour le latin-grec, c'est évident, on avait un défi. Moi-même, j'ai appris le latin un peu grec, surtout le latin dans le Gaffio, avec des exercices qui étaient un peu hard à l'époque. Je crois que demander la même chose à nos jeunes maintenant, ce n'est plus tellement adapté. D'où un gros travail qui est fait par des enseignants qui en veulent, qui sont militants, qui sont dévoués. Comment maintenir le souhait de faire du latin, qui n'est pas une langue morte, qui est une langue qui se vit et qui permet d'appréhender d'autres langues. Quand vous avez fait du latin, vous apprendrez beaucoup mieux l'allemand, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Et donc, on a des innovations. Par exemple, à Rumilly, on a un collège où ils travaillent en latin sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on mangeait, comment on mangeait, et la chance à Rumilly, il y a un site archéologique. Et donc, ils vont très régulièrement suivre ce qui se fait en archéologie, ce qui est local, et la langue latine
voir un peu le grec, c'est tout à fait adapté à la situation. On a un autre collège qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire, moi-même j'ai trouvé ça assez fascinant, qui veut lier le latin, le grec et les sciences, puisqu'ils ont tout au cours de l'année un travail sur le vide dans la littérature grecque, dans la littérature latine, et les liens avec l'évolution. C'est assez extraordinaire, parce que là, c'est un pont entre deux approches tout à fait différentes, et ça permet aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, d'appréhender à la fois la littérature et un phénomène qui est analysé par un peu tout le monde et tous les philosophes qui étaient latinistes ou grecs. C'est-à-dire qu'en clair, si vous voulez, la façon que nous cherchons de mettre en place, c'est apporter quelques innovations pour éventuellement trouver des méthodes pour que le latin devienne une langue non plus vivante, mais vécue, c'est-à-dire aller au-delà, que les jeunes considèrent que c'est tout à fait normal de parler latin comme on parle espagnol. Ça veut dire aussi qu'on s'appuie donc sur les sciences, sur la nourriture, sur l'histoire de l'art, par exemple. C'est très utile. Ça donne aux jeunes une autre approche que le De Bello Gallico qu'on traduisait avec difficulté, en espérant trouver la bout de phrase dans le Gaffio qui permettait une bonne traduction. Et on a aussi une autre méthode qui est expérimentée dans plusieurs lycées, c'est de donner des textes latins plus longs. C'est-à-dire ne plus faire de la traduction systématique au mot à mot, mais des compréhensions de texte. Et ça, c'est une méthode qui n'est pas très qui existe depuis longtemps, mais qui, adaptée au latin, donne de meilleurs résultats, ce qui fait que, dans l'Académie de Grenoble, nous n'avons pas perdu d'élèves en latin-grec, ce qui est quand même une performance. Alors, par contre, je dirais que moi j'ai un souci, et je le dis devant le DGESCO, c'est pas tellement... Nos innovations vont perdurer et vont développer dans l'ensemble, je pense, dans l'ensemble des bassins de l'Académie, nous allons avoir des filières de latin, grec, pas jusqu'au bout, mais maximum. Par contre, c'est au niveau des universités où là, à terme, nous avons une pénurie de jeunes formés, et peut-être aussi, il faudrait réfléchir, mais là, c'est pas de mon ressort. Il y a 3 élèves en première année de latin à l'université de Stendhal à Grenoble. Il y en a un tout petit peu plus à Lyon, peut-être. Et c'est pas très une bonne émulation d'en avoir si peu. Peut-être réfléchir à des bassins qui serviraient d'ailleurs, dont les débouchés seraient principalement d'ailleurs dans l'éducation. Parce que nous avons vraiment... Moi, j'ai besoin d'enseignants formés, c'est clair. Alors, vous avez fait allusion à ce CARDI, donc C-A-R-D-I-E, ce sont donc des conseillers académiques, comme vous l'avez dit pour le recteur, dans la recherche et le développement, l'innovation et l'expérimentation. Monsieur Blanquer, ce CARDI, comment est-ce qu'il analyse, est-ce qu'il porte des notes sur ces expérimentations, il regarde les résultats et comment fait-il pour que ça devienne généralisé à d'autres académies? Comment ça se passe entre l'expérimentation, l'innovation et la généralisation, si un jour ça se fait? On ne reste pas dans l'expérimentation, je suppose. Tout à fait. Le CARDI est devenu, en quelques années, une institution importante dans nos académies, et reflète d'ailleurs à l'échelle nationale l'existence au sein de la Direction générale de l'enseignement scolaire d'un département de la recherche, du développement, de l'innovation et de l'expérimentation. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est, comme l'a dit le recteur Oudéoud à l'instant, que l'innovation, elle est consubstantielle à l'éducation nationale. Elle est, par définition, ce que fait chaque professeur chaque matin lorsqu'il va faire ses cours, parce qu'il doit renouveler son savoir, renouveler ses méthodes, adapter ses méthodes aux élèves. Donc l'innovation, d'une certaine façon, l'éducation nationale l'a fait comme M. Jourdain fait de la prose. Mais il s'agit de, justement, donner plus de force encore à cet élément naturel de l'éducation, en l'identifiant plus et en l'encourageant davantage. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on doit à la fois encourager les expérimentations qui viennent du terrain, c'est-à-dire les idées et la créativité des professeurs de terrain, d'une part, et d'autre part, être capable d'avoir des idées à l'échelle nationale ou à l'échelle académique, et de les transfuser, de faire en sorte qu'elles soient les plus répandues possibles à l'intérieur du système. De sorte que vous avez des expérimentations d'origines diverses et des expérimentations de tailles diverses, qui ensuite vont d'ailleurs avoir un avenir différent en fonction de leurs caractéristiques initiales. Et derrière ça, il y a plusieurs idées très importantes. La première, c'est que une politique publique d'éducation
doit fonctionner de manière scientifique autant que possible. Autrement dit, plutôt que de dire j'ai une vérité, elle se transforme en politique publique pour tout le monde tout de suite, l'idée est de dire que justement nous n'avons pas la vérité, nous avons en revanche une capacité à tester des choses, à les expérimenter, et en fonction d'évaluations aussi scientifiques que possible, eh bien, partir de ces évaluations pour élargir ce qui marche. Donc avoir des politiques publiques d'éducation qui fonctionnent à partir de choses qui ont prouvé leur effet intéressant, ce qui peut éviter dans le futur de grandes erreurs pédagogiques massives comme il y a pu y en avoir dans le passé, et qui doit nous permettre d'avancer avec à la fois efficacité et humilité, je dirais. Donc derrière l'expérimentation, il y a ça, et le CARDI en académie eh bien, applique cela à l'échelle académique. Il l'applique d'ailleurs en s'appuyant sur la loi, parce que la loi de 2005 d'orientation sur l'école, dans son article 34, parle d'un droit à l'expérimentation, qui a eu un effet juridique parce qu'il permet de déroger à certaines règles du système quand on a une bonne idée à mettre en œuvre, mais aussi il a eu un effet encore plus psychologique, parce que le message donné à chaque professeur de France aujourd'hui, notamment par les CARDI, c'est si vous avez une bonne idée, si vous avez une voie qui fonctionne adaptée à vos élèves, eh bien non seulement l'institution ne va pas vous brider, non seulement elle ne va pas vous en empêcher au nom de telle ou telle règle, mais au contraire elle va vous appuyer, vous encourager, et puis aussi vous apporter un appui méthodologique qui permettra d'éventuels élargissements de votre idée ensuite. Alors comment les professeurs qui dans les différentes académies de France et d'outre-mer ont des pratiques innovantes, comment un jour cela se met-il en commun? Voilà, parce qu'il y a un moment où il faut que tout le monde ait la même information. Peut-être là vous avez inauguré des journées spéciales pour cette mise en commun? Oui, nous avons décidé depuis l'année dernière d'avoir chaque année des journées de l'innovation qui sont l'occasion, donc cette année ce sera le 18 mars 2012, donc nous les organisons avec l'UNESCO d'ailleurs, à l'UNESCO, et l'objectif est de valoriser cette notion d'innovation et d'expérimentation dont nous parlons. C'est aussi de montrer la créativité de l'éducation nationale. Vous savez, parfois l'éducation nationale n'a pas l'image qui correspond à la réalité, cette image pachydermique parfois qui lui colle à la peau et qui ne correspond pas du tout en fait, à il y la a réalité. beaucoup de choses nouvelles qui bouillonnent. Voilà, on a des professeurs créatifs, on a un système réactif. Je peux donner de très nombreux exemples de cette réactivité, de cette capacité à réagir et à agir en fonction de problèmes posés, en fonction d'idées nouvelles aussi. Et ça, il faut le montrer parce que ça va à l'encontre parfois de l'image globale que nous donnons. Alors même que souvent, d'ailleurs, l'image locale elle-même est assez bonne, mais c'est l'image globale qui mérite encore d'avancer. Donc les journées de l'innovation, c'est le moyen de valoriser tout ce qui se passe sur le terrain en matière d'innovation. Donc c'est comme une sorte de salon de l'innovation, puisqu'on montre les innovations en classe, comme par exemple celle que le recteur Odéoud vient d'exposer, mais aussi c'est l'occasion d'avoir des discours importants sur l'innovation dans le monde aujourd'hui, de faire des comparaisons internationales. Cette année, elles seront ouvertes par Garry Kasparov, le grand champion d'échecs, qui va parler par exemple de l'importance du jeu d'échecs pour le système, pour former l'esprit pour les enfants. Et voilà typiquement le genre de choses qui se passent aux journées de l'innovation. Merci. Bertrand Saint-Cernin, évidemment, vous avez appris le latin et le grec. Je rappelle que vous êtes à la fois philosophe et scientifique. Donc le latin et le grec, pour vous, c'est très familier. Quand on vous dit qu'il y a des nouvelles pratiques, des pratiques qu'on appelle innovantes, c'est-à-dire des manières d'apprendre la langue de façon différente, avec des approches différentes, comment réagissez-vous? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. La capacité du professeur à intéresser ses élèves dans une classe donnée, et d'autre part, ce qui fait la structure ou la singularité d'une langue. Alors, je crois que, par exemple, puisque on parlait de Jacqueline de Romilly, une des difficultés du grec, c'est une difficulté morphologique, parce que le même verbe, très simple, comme marcher, peut prendre trois formes différentes. Au présent, c'est erchomai, au futur eimi, où est le sommeil, au passé simple elton, au parfait l'éluta. Ça ne peut pas s'inventer. Donc, il faut apprendre. Il faut l'apprendre. Et ce qui me frappe maintenant que je suis vieux, c'est que j'ai appris des langues vivantes par deux méthodes différentes, à l'ancienne, en apprenant des règles un petit peu, et d'une façon nouvelle, par immersion. Et ce que je constate, c'est que j'ai pu reprendre beaucoup plus facilement les langues apprises à l'ancienne, dont je connaissais la structure,
que les langues que j'ai apprises comme si c'était faussement des langues maternelles. Il y a donc là, je crois, un problème de méthode qui n'est pas un problème d'invention, mais qui se repose. Donc il y a, je crois, un habillage nécessairement différent suivant les générations et les publics. Et ça, c'est le don du professeur de savoir intéresser une classe, trouver le biais de l'alimentation, de l'archéologie, etc. Et puis, il y a une autre partie qui est la connaissance des règles. Mais après tout, quand j'étais professeur de terminale à Chambéry, mes élèves faisaient du rugby et m'ont appris les règles du rugby. Pourquoi ne leur ai-je pas appris en échange les règles de la grammaire? Et vous-même, je crois, Monsieur Saint-Cernin, vous m'avez raconté que vous aviez appris, certains de vos amis ou des jeunes enfants avec lesquels vous étiez dans votre enfance apprenaient le français comme une langue étrangère, c'est-à-dire qu'on pourrait apprendre le latin aussi, pareil. Bien entendu, mes parents m'ont mis quand j'étais petit, j'ai passé 2-3 mois dans une école dans les Pyrénées, et j'ai retrouvé une de mes camarades de classe après. Sur 40 élèves, nous étions 2 qui avaient le français pour langue maternelle. Tous les autres parlaient gascon. Et donc, ce qui me frappe, c'est que la manière dont on a appris le français pendant des siècles, je suppose, on l'apprenait comme une langue étrangère, c'est-à-dire comme on apprenait le latin et comme on apprenait le grec. Le résultat étant d'ailleurs bon, il faut le dire. Mais les professeurs, de toute façon, alors cette méthode, on sait très bien comment apprendre le français comme langue étrangère. Simplement, ça implique d'en faire tous les jours, ça implique de corriger des exercices du jour au lendemain, et ça implique donc, si vous voulez, un temps assez important. Oui. Est-ce que le temps d'enseignement actuellement, Monsieur Odéoud, est assez long pour le latin, pour le grec? Enfin, le grec, j'en parle à peine parce que... Écoutez, on a maintenu, et malgré les réformes, on a maintenu le quantum pour le latin. Donc le temps, il existe. Et Monsieur Blanquer, pardon, allez-y. Non, oui, parfois le temps peut s'élargir, si je puis dire, quand justement on fait de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que c'est typiquement le cas du professeur de français qui en même temps est professeur de latin et qui crée des ponts entre les deux choses. Il est évident pour les langues en particulier, c'est vrai de tous les enseignements, mais c'est particulièrement vrai pour les langues, qu'on a besoin de temps, que le professeur a besoin de voir ses élèves sur un certain espace de temps pour faire entrer un certain nombre de choses. Et pour rebondir sur ce que disait Bertrand Saint-Cernin, dont je rappelle qu'il est mon prédécesseur à l'Académie de Créteil, donc je suis assez heureux d'être avec lui aujourd'hui. C'est tout à fait l'illustration dont nous avons parlé tous les trois du lien tradition-modernité. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer dans ce que nous faisons l'innovation aux méthodes anciennes ou l'inverse. Vraiment, justement, nous devons toujours garder ce qui fonctionne. Et il y a très certainement des invariants dans les façons d'apprendre et dans ce que nous avons à apprendre. Et c'est particulièrement vrai pour les langues anciennes. Et en même temps, des choses nouvelles, des éléments aussi pour attirer les élèves, des méthodes nouvelles qui ne viennent pas remplacer, mais qui viennent enrichir ce qui existe déjà. Et c'est ce mélange que nous devons réussir. Nous devons dépasser les querelles assez fréquentes dans l'éducation entre anciens et modernes, pour au contraire montrer que, oui, justement, nous sommes héritiers de choses très précieuses et de méthodes qui fonctionnent et qu'il faut savoir faire perdurer, et en même temps, de justement les faire vivre en renouvelant et en ajoutant des choses. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. J'ajoute que quand on va dans des colloques internationaux aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que si les gens peuvent parler dans leur langue maternelle et comprendre, en ayant un texte écrit, les langues de la même famille, c'est un très grand avantage pour la qualité de la discussion. Or, le latin est quand même la langue mère d'une famille très importante de langues. Et je crois par conséquent que non seulement on en tire un bénéfice pour comprendre le français,
mais on en tire un très grand bénéfice pour être capable, devant un texte dans une discipline qu'on connaît à peu près, sans être capable de s'exprimer en italien ou en espagnol ou en portugais, de pouvoir quand même comprendre un conférencier qui s'exprime dans l'une de ces langues-là, et je pense que c'est un très très grand avantage pour dans des colloques, mais pour la vie ordinaire également. Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter, Monsieur Odéoud? Que le latin est encore bien vivant. Bien, alors nous allons lui souhaiter longue vie. Je voudrais aussi préciser, si vous en êtes d'accord, que ce colloque « Langues anciennes, monde moderne » que vous avez initié il y a très peu de temps, fin janvier, dans ce colloque sont intervenus plusieurs membres des académies de l'Institut de France, Madame Anne Fagot-Largeau, Denis Clefler, Nicolas Grimal, qui sont aussi professeurs au Collège de France, et que tous ces académiciens que nous avons le plaisir de recevoir à Canal Académie, nous rediffuserons leurs interventions pour que nos auditeurs puissent bénéficier de ce qu'ils ont dit lors de ce colloque sur les langues anciennes. Je voudrais dire aussi que les travaux de vos bonnes pratiques, Monsieur Odéoud, sont mis en ligne sur votre site académique, donc on peut les trouver, on peut s'en inspirer. Il y a www.act-grenoble.fr-lycée, enfin on trouve ces bonnes pratiques innovantes sur votre site, que nous suivrons évidemment avec beaucoup d'intérêt les journées de l'innovation pour pouvoir le plus possible encourager toutes ces pratiques innovantes dans la mesure où effectivement vous nous avez bien fait comprendre que la nouvelle mentalité, ça n'est plus d'imposer, mais plutôt d'être attentif, n'est-ce pas, à ce qui se pratique et quand la pratique est bonne, de pouvoir la généraliser. J'ai bien compris, j'ai bien résumé votre... Oui, c'est tout à fait ça. Et parfois certaines pratiques n'ont pas, même si elles sont bonnes, peuvent ne pas être généralisées parce qu'elles correspondent à un contexte, oui, ou elles peuvent être développées à une certaine échelle, mais pas forcément à l'échelle nationale. C'est ce pragmatisme qui est derrière notre action. Très bien. Nous ferons aussi d'autres émissions sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage des mathématiques, et nous aurons le plaisir d'inviter un autre recteur, et vous-même, Monsieur Blanquer, et sans doute aussi un autre académicien qui viendra nous parler et dialoguer. Merci beaucoup à vous trois de cette première émission que nous avons pu faire ensemble. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir, Monsieur Blanquer, à nouveau. Et Monsieur Odéoud, je vous remercie d'être venu de si loin. Merci, à bientôt.